te cède la parole. Bonjour, oui. Je ne sais pas si ça va tout défaire le setting, mais j'ai besoin de me promener parce que ça va être la différence entre Vox Télé ou d'autres choses, là. Pour ma part, quand je reste figé en avant, ça me prend à peu près une demi-heure avant d'avoir mon air d'aller. Fait que je peux-tu me promener à l'avant ici ou il faut que je reste sur la scène? OK, d'abord que vous m'entendez, c'est ça. Bien, content de voir qu'il y a autant de monde présent. Il y a plus de gens qu'à Saint-Jean, dans mon village natal. C'est Malartic en Abitibi en passant, là. Oui. Mais je peux pas en parler, puis il y a le Carré-Or aussi là-bas. Mais je peux pas en parler. Alors voilà, je travaille au regroupement des organismes communautaires de l'Estrie. Depuis un bout, ça a été dit. On est très content d'avoir reçu cette invitation-là. Juste prendre une petite minute pour vous remercier, les gens qui ont organisé ça ici. On a reçu ça du RIOC. Nous, on appelle ça le RIOCEM en Estrie. RIOCEM, oui. Sébastien a l'habitude de l'air exaspéré quand je dis ça, donc je vais l'appeler RIOCEM. Rock FM CSN, alors merci beaucoup de cette invitation-là. Petite présentation aujourd'hui sur l'ABC des PPP sociaux. Hier, vous avez eu l'air d'en couvrir quand même assez large. Je suis obligé de faire un préambule parce que sinon, je sens que on se perd dans des questions qui me tannent et qui reviennent. Puis j'ai besoin d'amorcer un petit peu les choses comme ça. Généralement, quand je peux, j'ouvre la plupart de mes présentations sur quelque chose qui a rapport à un thème plus grave. Bon, ça a marché. Voilà, tout est vanité. Alors, j'ai une petite question pour vous en partant. J'imagine que la plupart d'entre vous vous souvenez assez bien de vos grands-parents. Levez la main ceux qui se souviennent de leurs grands-parents, ce qu'ils ont fait. Super. Qui se souvient des parents de leurs grands-parents? Ce qu'ils ont fait? Ce qu'ils ont fait à peu près dans la vie, là. Ce qu'ils ont laissé derrière, parents de leurs grands-parents. Puis j'imagine que si je remonte une fois de plus, il reste à peu près plus personne. Voilà. Tout ça pour vous dire que on voit cette femme-là qui se contemple dans un miroir et puis qui, en même temps, finalement, c'est la mort qui la regarde. Il n'y a rien qui dure longtemps sous le soleil, comme on dit. Et c'est légitime, je crois, pour un individu de vouloir laisser quelque chose quand il arrive à la fin de sa vie. Généralement, quelque chose qui fait du sens, quelque chose qui dit comment on a vécu. Et puis, des fois, ben, selon la vie qu'on a eue, on peut avoir une certaine démesure quand on laisse quelque chose derrière. Selon comment on a prospéré, selon ce qu'on a fait dans la vie. Où on œuvrait. Il y en a qui me voient venir. Il y a un punch, là. Vendez pas le punch. On a un État, on a des services publics, on a une démocratie, et puis généralement, on balise la démesure des individus pour essayer de fonctionner ensemble. Alors, on prend tous conscience de ça, et puis vers la fin de notre vie, évidemment, on se tourne sur ce qu'on a vécu, puis on essaie de donner un sens à notre vie. Alors, récemment, vous connaissez sans doute des fondations, la plupart d'entre vous, qui existent. Généralement, les fondations dont on entend parler, c'est celles qui sont greffées à des hôpitaux ou des universités. Une fondation, généralement, sert une cible ou une institution. Par exemple, une fondation universitaire va servir l'université, sa mission. La fondation du CHU, le centre hospitalier de l'Université de Sherbrooke, sert le centre hospitalier, paie des appareils, etc., etc. C'est des fondations qui sont des fois hyper performantes au niveau de la collecte de dons. Les nouvelles fondations qui semblent émerger présentement, puis je vais y revenir, ciblent de plus en plus des problématiques en lien avec les préoccupations des instigateurs, des fondations nouvelles qui sont de plus en plus précises. Et ça, c'est une des premières nouveautés qui émergent présentement, c'est que c'est des fondations qui ne sont pas nécessairement greffées à une institution ou un établissement, mais c'est des fondations à part qui choisissent en fonction de la personne ou les personnes qui les mettent sur pied une mission, une cible, quelque chose comme ça. Alors, on pense à One Drop récemment et M. Guy Laliberté, notre clown de l'espace. Récemment, il se serait exprimé « shit Lola ». Personne ne le sait. Je ne sais pas pourquoi. Alors, depuis 2007, cette fondation-là qui est très pertinente, là, une personne meurt à toutes les 8 secondes parce qu'elle manque d'eau, etc. Bon, il y a des vidéos, des porte-paroles, tout ça. Faut dire que Narcisse lui-même serait tombé en amour avec son propre reflet à la surface de l'eau. On a là affaire à quelque chose de noble, mais qui témoigne de la démesure de quelqu'un, intégralement, incluant le voyage dans l'espace et tout ça. On a affaire à de la démesure.
On peut être pour ou contre. En tout cas, on a une montée de ces personnages-là avec la philanthropie d'affaires ou le philanthrocapitalisme, Bono, des grands personnages. Bill Gates aussi a fait ça, donne des leçons, des conférences, c'est un peu partout. C'est quelque chose d'actualité. On se rapproche du Québec, là. J'arrive. Wow, j'ai fait des animations. Ça me prend genre des heures à faire des animations, fait apprécier. Alors, les objectifs, c'est un peu vous donner l'ABC, là, de quoi on parle, et puis on va évidemment s'attarder à la Fondation Lucie et André Chagnon, parce que c'est la plus présente, la plus proche de nous, je pense, dans les dernières années. Fonctionnement de base, je vais aller assez vite là-dessus. Dans les choses que je veux tasser, rapidement, la question du retard du Québec. Je ne sais pas si vous l'avez couvert hier, mais d'habitude, au Québec, Pauline Marois revient sans cesse avec ça, et c'est un thème classique de nos politiciens. Quand on parle de philanthropie et de fondation, on dit que le Québec est en retard par rapport au ROC, c'est le Rest of Canada, ou par rapport aux États-Unis, qui a une tradition de fondation très, très prolifique, qui ramasse beaucoup d'argent, qui investissent, et de mécénat, ou de mécènes qui s'impliquent. Il faut dire que on n'a pas du tout la même place et le même rapport par rapport à l'État ailleurs. Et ce qui me tente de ce sujet-là, du retard, je vais mettre ça de côté tout de suite. Il y a deux choses. Premièrement, c'est vrai que dans les années 30 au Québec, on ne peut pas se comparer à Boston. Et puis des fois, on le déplore, mais il faut dire qu'on avait des familles qui étaient plus nombreuses, on avait un territoire à coloniser. Il y a une raison pour laquelle on avait des familles comme ça. Vous l'avez vu hier, là, on pouvait construire des églises ensemble, des hôpitaux, mettre en place des espèces d'infrastructures locales, coude à coude. Je pense qu'on était très appropriés. C'était correct de rouler en carriole quand il n'y avait à peu près pas de route. Tandis que, je pense à l'Abitibi encore. Voilà. Il n'y a toujours pas de route. Non, c'est pas vrai. Oui, il y a encore des carrioles. On appelle ça des chars. C'est ça, on était très appropriés. L'autre chose qui me tanne là-dessus, c'est que par moment, ça me semble être un réflexe je vais le dire, un réflexe de coloniser. Voilà, que de dire, nous autres, on est donc pas bons, notre État prend trop de place, ça n'a pas d'allure ailleurs, ils l'ont donc l'affaire. Rapidement, les clientèles, je dis ça pour vous dire, juste vous attarder à tous les discours qui dépossèdent. L'État québécois, présentement, a un discours, là je parle d'Office québécois de la langue française, qui nous dit que le mot clientèle n'a pas sa place dans les affaires de l'État, sauf quand vient le temps de parler, par exemple, de l'Auto-Québec ou de la SAC. Là, c'est correct parce qu'ils ont bel et bien des clients, mais généralement, on ne devrait pas parler de plan d'affaires, de clientèle, tout ça. Puis avertissement aux organismes communautaires, vous autres encore moins, là. Rendez-nous service. Faites pas ça. Deux dernières affaires, puis après ça, on part. La décomposition des réalités sociales. Ça, c'est un phénomène qui date, je pense que c'est lié aux autres choses, la montée de cette espèce d'idée-là que l'État est en business, doit intervenir. C'est que, je ne sais pas comment l'expliquer facilement, quand les organismes, par exemple, font de la reddition de comptes, s'ils en font de la nouvelle pour les organismes ou n'importe qui rend des comptes à un bailleur de fonds, quand on rend des nouveaux comptes, par exemple, si on dit, ben là, tes activités du jeudi après-midi où tu étais financé pour faire des rencontres, dis-moi donc ce qui se passe dedans, combien de madames tu rencontres, combien de soupes tu sers. Si tu en rends compte, et puis, je sais pas si j'ai des chums de la santé publique ici. Non? Une personne, yeah! Deux! Non, je suis une mauvaise nouvelle, là. Pire que moi, c'est la grippe du code postal. La santé publique, même pas beaucoup généralement. Quand on se met à compiler les données dans un tableau Excel, alors là, on a l'impression d'inventer quelque chose, de l'intervention qui n'existait pas avant. Quand on se met à prendre des mesures au niveau de quelqu'un, on a l'impression qu'on invente un phénomène qu'on doit après ça traiter. Puis là, des fois, il y a de l'action communautaire qui s'invente, plus on fait de reddition de comptes. Puis d'autres moments, il y a d'autres données qui sont compilées comme ça. On le voit, moi j'ai vu en Estrie, il y avait eu à un moment donné un projet qui s'inspirait de l'Angleterre qui s'appelait les Pathway Plans, qui était un plan de cheminement vers l'autonomie. Et là, la CRE était toute fascinée en nous présentant ça et c'était une espèce de projet qui disait on va regarder ce qu'il faut pour être un jeune efficace, ou en tout cas un jeune compétent. Je pense que c'était ça le mot qu'il avait employé. Les compétences pour être un jeune, qui va devenir un adulte plein, avec plein de joie, je sais pas, un monogame en série avec une piscine hors terre. Bon. Puis là, il regardait ce qu'il fallait pour devenir ça, puis il avait à apprendre à cuisiner, gérer son budget, pour pas être à risque, pas consommer trop de drogue, etc.
Et puis là, ils étaient tout enthousiastes de ça pour limiter ce qu'ils appellent des facteurs de risque, qui sont autant de variables autour d'un individu. Il fallait les traiter une à une. Puis ils étaient tout enthousiastes de nous présenter ça. Tout le monde pourrait embarquer dans le plan. Puis enfin, on va produire des bons jeunes. En tout cas, c'était l'idée. Et on est passé de la normalité. C'est quoi un peu la normalité, ces additions de variables-là, à la normalisation. C'est-à-dire qu'on va conformer un peu tout le monde à cette affaire-là. Et ça m'inquiétait parce que le sociologue en moi hurlait qu'on essayait d'abolir la jeunesse au Québec. En ce sens-là, je suis un peu comme M. Parazelli, dans le sens que j'ai l'impression qu'on attaque les jeunes, on les haït. En fait, plus que jamais. Tu es un bon jeune quand tu n'es pas jeune, quand tu es déjà vieux, quand tu as l'air de François Legault à 16 ans. Tu es en business. Autre affaire pour mes amis de la santé publique, vous savez, là, il y a énormément de buzzwords. Les derniers de la Fondation Chagnon, je pense, c'est l'approche écosystémique. Bon, là, on est là-dedans. Un moment donné, c'est lean, un moment donné, c'est clean, il dégraisse, c'est spic, c'est span. Puis la santé publique nous arrive avec des tonnes de slogans qui justifient une espèce d'approche comme ça, qui maîtrise un peu mal, toujours les best practices et ainsi de suite. Bref, on est là. Dernière parenthèse, le désengagement de l'État, j'en parlerai pas. C'est une vieille affaire pour moi, c'est une réalité des années 80. Alors, mes excuses à Normand Gilbert. Pour moi, le désengagement de l'État, c'est une affaire à peu près faite. Je fais juste signaler qu'il y a eu certains revirements au Québec. Dans le temps, les gens qui prospéraient dans l'entreprise privée couraient pour avoir une reconnaissance, par exemple, des universités en fin de vie. Ils disaient, j'aimerais ça que l'université, que l'État me dise, tu as prospéré, mais quand même, tu as contribué à ta société, tout ça. Le revirement auquel on assiste, j'ai l'impression, c'est que présentement, c'est l'inverse. L'État, dès qu'il peut, essaie de ressembler au privé pour gagner de la crédibilité. Les universités ont des recteurs qui sont des PDG. Et puis, il faut que ça ait l'air de tout sauf une institution publique. On a honte quand c'est public. On n'aime pas ça. On est lourd, on est gros, c'est pas beau. Il y a des syndicats, ça coûte cher, on n'aime pas ça, et ainsi de suite. Alors, on a une espèce d'État qui se déteste finalement, en tout cas j'ai l'impression de plus en plus, et qui prône toutes sortes d'approches où l'État intervient moins, en tout cas officiellement. C'est-à-dire, par exemple, des approches décentralisées. Vous l'avez vu avec le plan d'action gouvernemental pour l'inclusion sociale. Je pense qu'on n'a plus le droit de dire pauvreté, là. Fait que ça devient de l'inclusion sociale où là, on envoie des enveloppes à des tables, puis on dit aux acteurs locaux, arrangez-vous, faites des projets. L'État n'est pas là, mais il vous donne un petit cadre, puis quelques pesos pour agir sur des variables qui indiquent la pauvreté. Pas pour parler d'inégalité. On attaque des variables qu'on traite, qui sont compilées, recensées, puis qui finissent par porter un nom d'approche quelconque. Alors, dernière image qui va revenir, c'est Ouroboros, qui est dans la mythologie, ça remonte en Égypte ancienne. C'est un serpent ou un dragon qui se dévore lui-même la queue. C'est un symbole d'éternité. Voilà, l'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Comme disait Woody Allen, je vais y revenir. On a affaire, je pense, à un État qui se dévore lui-même et puis on fait des constats un petit peu désolants parce qu'on fait un cheminement qui revient sans cesse, j'ai l'impression, dans notre approche des problèmes sociaux. Tout ça pour vous dire que ça me fait plaisir de venir vous parler, mais sincèrement, j'ai l'impression que on ne parle pas du bon sujet. C'est correct, je viens vous dire, c'est mon punch. Qu'on perd un peu notre temps, puis je vais vous expliquer pourquoi on perd ce temps-là. J'ai eu un prof de sciences politiques qui m'a beaucoup touché une fois, qui disait, je vais vous donner un cours de sciences politiques, mais ça ne sert à rien. Il rouvrait son cours comme ça. Parce qu'il dit, on a un problème de fond qu'on ne veut pas aborder par rapport à la répartition de la richesse, puis à comment on exploite l'environnement. Puis, la science politique, essentiellement, c'est l'étude, il appelait ça, des solutions temporaires à un problème insoluble. Ça s'appelle la démocratie sociale, ça s'appelle le communisme, ça s'appelle toutes sortes d'affaires qu'on voit traverser. Mais on a un problème de fond qu'on n'abordera pas dans le cours, fait que vous allez perdre votre temps pendant tant d'heures. Ben, un matin, c'est juste une demi-heure. Alors, c'est le fun, ça, c'est excitant. C'était le dernier préambule. Alors, la dernière solution temporaire qu'on a trouvée à nos problèmes insolubles, c'est les partenariats publics-privés. Je crois que vous connaissez déjà ça quand vient le temps de construire une route ou une affaire comme ça avec l'entreprise privée. Alors, on va vite. Le public, c'est l'État, derrière les programmes sociaux, les services et ainsi de suite. Le privé, une fondation ou des fondations qui a des fonds à investir.
Et le partenariat, un projet, une initiative, par moment, il y a une gestion partagée au niveau de l'élaboration des projets. Là, dans les buzzwords aussi qui scoraient pas mal dans les demandes de subventions des dernières années, il y a eu une nouvelle gouvernance qui a monté à un moment donné. Ça, c'était partout, là. Si vous donniez une formation sur la nouvelle gouvernance, là, ça scorait pas mal. De plus en plus, comme je vous ai dit, de projets décentralisés, on le voit avec les CRE et tout ça. Généralement, c'est l'affaire qui émerge. Aujourd'hui, ce qu'on parle de manière plus précise, c'est des partenariats publics philanthropiques. Généralement, on appelle ça comme ça plutôt que privé, même si ça a un caractère privé. Alors, les PPP, j'étais à une lettre de m'appeler PPP. D'habitude, il y a quelqu'un qui sent obligé de me le dire, là. C'est Pierre-Philippe Lefebvre. C'est passé proche. Alors, principe de la sous-traitance dans lequel on confère des pouvoirs à l'entreprise privée pour laquelle plusieurs ont des préjugés favorables au niveau de l'efficacité de l'organisation et de la réalisation des projets. On prend pour acquis cet État-là qui ne s'aime pas, dit le privé réussit mieux que nous autres à faire des affaires. Alors, c'est pas pour rien, là, vous le savez, dans la fonction publique au Québec, si tu n'engages pas quelqu'un du secteur privé sur une équipe, ton équipe n'est pas bonne. Et puis, les retraités de la fonction publique, ils reviennent à contrat pour le gros prix, généralement. C'est un Klondike au Québec présentement. Puis, on fait affaire aussi avec des firmes et ainsi de suite. Puis, même quand on échoue un projet comme ça, généralement, c'est de la faute de l'État qui a mal évalué quelque chose, même quand le privé se plante. Ça, c'est toujours fascinant pour moi aussi quand ça revient. Bon, qui apparaît maintenant? Bon, on y va. Oui, vous connaissez qui est cet homme Smithers, c'est ça? C'est André Chagnon lui-même qui est à l'origine d'une espèce de success story québécois qui était vraiment électricien à l'origine, qui est monté en grade, qui a monté une énorme entreprise qui est Vidéotron avec sa famille. On a son fils à côté, Claude Chagnon. Alors ça, c'est carrément, mais puis pour de vrai, au niveau des affaires, on peut être fier de ce que la famille Chagnon a fait. C'est un modèle pour ceux qui aiment les affaires et puis le développement complet qu'on peut admirer. Ce qui s'est produit qui nous intéresse, là, le 23 octobre 2000, c'est la fin de la vente de Vidéotron. Alors, un achat de Québécois et la Caisse de dépôt et de placement du Québec, à ce moment-là, une énorme affaire. Ça serait le plus gros coup que Québécois aurait jamais fait. C'était avant l'histoire d'amphithéâtre. Non. Mais bon, c'était la grosse affaire à ce moment-là. Ça a l'air que c'est un des plus mauvais placements de la Caisse de dépôt. C'est ce qu'on me dit. Mais en tout cas, ça s'est fait à ce moment-là. Puis il y avait une course, puis une espèce d'hystérie autour de ça. Il y avait Rogers qui voulait également acquérir, il paraît, Vidéotron. Puis là, le gouvernement québécois paniquait. Est-ce qu'on va perdre cette espèce de patrimoine-là? La vente, elle va rapporter 1,8 milliard à la famille Chagnon, qui va en investir 1,4 dans la fondation Lucie et André Chagnon, ce qui va épargner 460 millions en impôts à la famille Chagnon. On se doute que dans un corridor, on leur a dit, mettez de l'argent dans une fondation qui avait déjà ses numéros au fédéral, là, mais qui a comme été ramené au provincial. Et le gouvernement va vous exempter d'impôts, on va vous donner des bénéfices. On veut que Vidéotron se vende localement puis que ça reste dans notre patrimoine en quelque part. Fait qu'on est là. On vous dit, restez en sol québécois, bref, vendez à des intérêts d'ici. C'est le gouvernement de Lucien Bouchard et autour de ça, il y avait Bernard Landry, Pauline Marois. Le conjoint de Pauline Marois a vendu ses actions d'ailleurs juste à temps dans Vidéotron pour que tout se passe proprement. Voilà. C'est un autre gouvernement. Et ça a été mis en place là, cette affaire-là, de cette manière-là. C'est la plus importante œuvre de bienfaisance canadienne administrée par une fondation privée. Rien de moins à l'origine. Alors, on passe d'un success story à l'autre. C'est déjà en partant une espèce de monstre ou une affaire qu'on a de la misère à comprendre l'ampleur. On ne sait pas exactement où ça va aller, mais c'est très important à ce moment-là. Alors, de manière... là, je saute des étapes, c'est sûr, parce que je veux aller plus dans le crunch de ce qui se passe dans les régions. Il y a une période de consultation, il y a des fonds tranquillement qui sont mis en place et l'originalité de ça, c'est que le gouvernement investit la moitié, la fondation l'autre, généralement, et on met en place des fonds qui ont différents objectifs. Je passe vite là-dessus. Vous voyez à l'origine, là, 400 millions de dollars, 105 autour du projet de loi 7, Fonds pour l'avenir des jeunes enfants, qui est celui peut-être qui a choqué un peu plus. Il y en avait eu un avant pour les saines habitudes de vie, avec Québec en forme, qui avait été adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Celui-là choque un peu plus parce que les organismes communautaires familles attendaient des sous qu'ils demandaient au ministère de la Famille.
Et la même somme qui était revendiquée par les organismes communautaires familles, que ce ministère-là n'avait pas, est versée du jour au lendemain par le Conseil du Trésor sur le fast track, envoyée au ministère de la Famille, puis envoyée directement dans une espèce de joint venture commun avec la Fondation Chagnon. Le même montant pour qu'ils obtiennent un financement adéquat pour arriver à soutenir justement. C'est déjà ce qu'ils font, les organismes communautaires familles, là. Ils s'occupent des familles dans les communautés. Mais là, bon, la Fondation Chagnon avait comme une espèce de longueur d'avance et puis des oreilles attentives au gouvernement. M. Thomasy lui-même disait que le ministère de la Famille, c'était lui qui était le ministre à ce moment-là. Le ministère de la Famille et la Fondation Chagnon avaient la même mission. C'est dit texto noir sur blanc, ça. Avant qu'ils se trompent de carte de crédit puis tout, là. Mais au final, dans les affaires qui sont faites avec la Fondation, on a deux grandes nouveautés. Création de fonds paritaires avec le gouvernement, 50-50, et un partage de la gouvernance dans les projets. C'est-à-dire que le ministère de la Famille dit carrément à la Fondation, venez avec nous gérer et élaborer des programmes sociaux. Et ça, c'est une nouveauté qui s'est faite. Et le problème, c'est pas les PPP, c'est l'espèce c'est pas de débat public, là, c'est le PDP qui est le problème. Typique dans les dernières années qu'on a eu, on ne fait pas de débat public, la sphère publique est désaffectée. Bref, c'est quelque chose d'assez désolant. Ça arrive à ce moment-là. Alors, au niveau de la gouvernance et puis de la démocratie, c'est inquiétant. Alors, on partage des pouvoirs avec des mécènes, puis je vous le dis, c'est pas des gens mal intentionnés selon moi, mais c'est des gens qui ont parfois un ego démesuré, qui s'occupent des affaires qui les touchent, et puis qui décident d'orienter les programmes à leur manière. Je vais rapidement. Il y a nulle part ailleurs qu'il y a un partenariat où il y a cette forme et cette envergure. Je vous ai parlé rapidement du modèle québécois, comment on s'est organisé avec l'État, puis comment on s'est dit qu'on se serrait les coudes, puis qu'on mettait un État en place comparativement à ailleurs. Bien, une espèce de patente de même ne peut exister qu'ici comme ça. C'est comme j'ai l'impression que c'est une originalité qu'on a qui ne pouvait naître que d'ici, où l'État, justement, a comme une place privilégiée au niveau des services publics. Il y a peu de fondations comme l'État en voudrait, l'État qui s'est mis à se mépriser pour toutes sortes de raisons. Puis là, on fait naître cette affaire-là, puis on y donne des pouvoirs, puis on la fait co-gérer l'État, en tout cas dans certains services, sans débat public, en disant on va avancer de cette manière-là. Le préjugé qu'on a, c'est qu'une fondation privée serait meilleure que l'État pour résorber des problèmes sociaux. Là, résorber aurait pu être atténué, là, c'est un mot peut-être trop fort. En tout cas, faire la gestion de problèmes sociaux pour les pessimistes, gérer les variables qui indiquent des problèmes sociaux, confiner les problèmes sociaux ou encore rendre les écosystèmes plus sanitaires avec la faune et la flore. Visiblement, c'est derrière l'approche avec leurs analogies écologiques. Ça fait toujours ça. Alors, ça, c'est la grosse maison mère avec son énorme logo. La prévention, qui était une affaire saluée au Québec. Je vais vite pour le temps qui nous reste. Prévenir la pauvreté était leur mission à l'origine. Faut dire que plus tard, ils sont un peu revenus là-dessus. C'est vraiment les facteurs de risque autour de la pauvreté. C'est pas la pauvreté au niveau de la répartition des richesses. C'est un autre punch, ça, que j'ai ajouté. Mais vous en doutez, là. C'est un des paradoxes, là, j'y arrive en conclusion là-dessus, mais c'est un des paradoxes de la Fondation, c'est comment vous voulez que le créateur s'attaque à quelque chose qui l'a nourri toute sa vie, puis qu'en fin de sa vie dise c'est un problème, puis peut-être que j'ai trop prospéré, puis je me sens mal, puis à partir de demain, je redistribue la richesse. Mais non, le problème, c'est pas ce que j'ai fait dans ma vie. Le problème, il y en a que je veux attaquer, mais pas celui-là en tout cas. Fait que ce problème-là ne sera jamais attaqué par ces fondations-là, généralement. Le philanthrocapitalisme ne va pas attaquer ces affaires-là. Donc, c'est des indicateurs de la pauvreté qu'on attaque. Ils visent le développement des enfants pour qu'ils réalisent leur plein potentiel de la conception jusqu'à 17 ans. Alors, 3 branches. Leur mot d'ordre, c'est toujours mobilisation des communautés. Localement, on va mobiliser les gens, ils vont se prendre en main, ils vont se retrousser les manches, on va les soutenir. Les acteurs locaux de tous les milieux qui touchent à ces questions-là vont se réunir autour d'une table de concertation, dans les meilleurs des cas. Dans les pires, comme j'ai toujours, une table de conversation. Et puis là, on va attaquer des problèmes. Nous autres, on a décidé des grands axes et des orientations. Et puis localement, de manière décentralisée, ils vont attaquer ça. Alors, on a Avenir d'enfants, des communautés engagées, Québec en forme et Réunir, réussir, avec 3 volets différents. Il y en a un autre que je connais moins, qui s'appelle l'appui au niveau de l'Alzheimer. Vous savez que
Maman Chagnon est elle-même affligée de cette maladie-là. Donc, comme les fondations de ce type-là attaquent les problèmes qui les touchent directement, s'intéresse à l'Alzheimer. Mon grand-père est mort d'Alzheimer, c'est tragique, oui, mais bref, je vous le dis, il attaque beaucoup pour ça. Avec les volets, l'intervention précoce qui, au niveau, vous le savez, des approches, il y a des gens plus compétents que moi pour en parler dans la salle, mais au niveau des approches, c'est très, très contesté, quelque part au niveau scientifique même. Québec en forme, les saines habitudes de vie. C'est pour ça que la semaine passée, j'ai été obligé d'aller courir dehors avec ma belle-fille à moins 35. L'impression de sortir de la maison du docteur Givago pour aller faire... Sinon, à l'école, il allait se chicaner. Et réussir la persévérance scolaire qui mobilise dans tous les milieux. J'ai vu que dans votre pochette, vous avez quelque chose qui détaille quand même assez bien un exemple de mobilisation locale. Alors, on y va. À l'origine... vous vous souvenez de ça peut-être, réaction initiale et fonctionnement local. Comment la Fondation est reçue? Bien, mal. Et pour cause, l'argent que les organismes communautaires, familles, entre autres, attendaient, se retrouve versé dans une espèce de co-gestion hybride, top-down, où les décisions sont prises dans un grand centre par un comité qui dit les axes vont être ceux-là, 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 et ça descend. On va regarder de quelle manière ça descend. Je mets concertation avec un point d'interrogation parce que, à l'origine, ça dépendait beaucoup des acteurs autour des tables. Il y a des endroits que c'était des bonnes nouvelles, ça faisait 15 ans qu'ils ne s'étaient pas vus. Puis là, ils se découvraient à table, puis il y en a d'autres, toi aussi, tu travailles auprès des jeunes? Bon. Puis il y a des endroits où c'était une mauvaise nouvelle. La personne de la Fondation Chagnon, elle n'était pas super compétente ou super arrogante. Elle arrivait, elle rassemblait du monde, puis elle leur expliquait c'était quoi la vie. C'était pas évident. Alors, ça se passe généralement dans des comités d'action locale, des CAL, réunit les différents intervenants en lien avec les enfants et les familles ou la problématique ciblée par une des 3 ou 4 filiales de la Fondation Chagnon. Les gens se réunissent autour d'une table et puis essaient d'aller puiser dans une enveloppe régionale qui est attribuée par un concours de projet. Les gens se réunissent autour de ça. C'est le mode de fonctionnement. Il y a un employé qui est là dans le CAL, qui est envoyé par la Fondation Chagnon, et puis les gens essaient de se concerter pour dire c'est quoi les cibles intéressantes, tout ça. Ça a l'air d'une bien bonne idée à l'origine, évidemment, ça accroche. Le bailleur de fonds définit les objectifs et les cibles, et les partenaires du CAL élaborent un plan d'action. Dans le meilleur des cas, les gens au CAL sont sensibles et puis essaient de flexibiliser le plan. Bien souvent, ça ne marche pas. Moi, j'ai siégé au comité régional de Québec en forme. C'était pénible. Puis la madame était super gentille. Puis à la fin, on concluait tout le temps en disant « T'es fine, mais tu travailles pour la mauvaise personne. Ah. » Un des problèmes qu'on a en Estrie, par exemple, c'est que sur le territoire, les maisons de jeunes sont loin. Le territoire est grand. Puis les parents n'ont pas tendance, les parents qui ont des enfants qui ont vraiment besoin d'une maison de jeunes, ils n'ont pas tendance à faire une demi-heure d'automobile pour aller les porter à la maison de jeunes. Fait qu'on s'est dit, on pourrait attaquer la problématique, par exemple, du transport pour soutenir les jeunes. Fermeture complète, c'était pas dans les axes prévus. Puis tous les acteurs locaux s'entendaient, mais il n'y avait rien à faire. Fait qu'à la place, on a fait d'autres projets de boîtes à lunch, puis de patentes, puis de légumes verts, puis envoyés. On n'avait pas le choix, il y a de l'argent. La santé publique va vous dire, il faut plus de services sur le territoire. S'il y a plus de services, c'est une bonne nouvelle. Lean, clean, spick, span, Fondation Chagnon, on est là. Il y a des services, c'est correct. La population va être plus en santé. Alors, mon dernier 5 minutes. On vise la prise en charge par les milieux, ce qu'on appelle la pérennité. On se dit, on va lancer un projet, et puis là, dans 5-10 ans, les projets vont vivre par eux-mêmes, les intervenants locaux vont le faire vivre, le milieu va être sensibilisé, les organismes vont avoir mis l'épaule à la roue, et puis là, on va arriver à se trouver du financement, on va arriver à faire vivre ça, on va avoir reconnu l'importance de ces affaires-là, les habitudes vont avoir changé, et puis ça va être repris en charge par le milieu. C'est ce que ça vise. Évidemment, ça aussi, ça provoquait beaucoup d'inquiétudes. Des projets, il y en avait plein. Les organismes, il y avait plein d'ambitions et d'affaires. Les acteurs locaux aussi, là, à tous les niveaux. Puis c'est des fois des fonds qui manquaient pour arriver à réaliser les projets. Là, tu arrives en mode les 1, puis à la fin, tu te dis comment on va le soutenir, on ne sait pas trop. Alors, service additionnel, comme je vous dis, apprécié par la santé publique, comme toujours, généralement, ça c'est applaudi. Il y a plusieurs réactions qu'il y a eu à la Fondation Chagnon, celle que vous connaissez de boycott complet, on ne va pas à ta table.
parce qu'on ne veut pas te voir la face, parce que tu nous dis top-down ce qui se passe, et puis que l'action citoyenne, c'est pas ça. Nous, on veut impliquer les organismes et les gens de la communauté qui deviennent maîtres de leur propre vie, puis on les respecte comme des égaux. On dit pas, on les réduit pas à des variables qu'on essaie de traiter. On dit pas, t'es une mère qui n'est pas glamour. On les prend où elles sont. Salutations encore à la santé publique. Mais il y a d'autres organismes qui se sont dit, on va y aller, puis on va essayer de moduler un projet de l'intérieur, de tirer notre épingle du jeu. Dans certains cas, ça a plutôt marché. Et puis, il y en a d'autres qui sont embarqués plus avant avec la Fondation Chagnon. Je pense le projet Agora récemment, où la Fédération québécoise des organismes communautaires familles est embarquée en partenariat pour donner de la formation avec la Fondation Chagnon. Ça a été une affaire que la FQOCF officiellement se dit heureuse de ça. Elle a pu actualiser un de ses volets. Ça a été les 3 grandes attitudes. Je conclus, comme je peux, le retour de cette affaire-là, Ouroboros, voilà à retenir aujourd'hui. Les paradoxes et limites, le retour de l'éternité. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Une hyper-concertation locale, sans soutien, parce que la concertation n'est pas soutenue. Pour vous donner une idée de l'ampleur de ça, là, pour Avenir d'enfants, il y a 114 regroupements au Québec de partenaires locaux. 114 nouveaux regroupements, là. Ces gens-là, généralement, nous autres, en Estrie, on se voyait déjà toutes les semaines, les mêmes, à faire les mêmes interventions aux mêmes tables. Puis là, il y avait une table de plus où on se revoyait. Pour courir, parce que là, l'argent allait passer, comme une comète. Québec en forme, il y en avait au moins 150 regroupements locaux. Je suis allé sur les sites il n'y a pas longtemps. Et l'autre affaire, Réunir, Réussir, c'est des instances régionales mobilisées, là. Bref, eux autres s'occupent de l'IRM, ça s'appelle un IRM, whatever. Il y a l'air d'en avoir énormément, mais je ne les ai pas dénombrés. C'est pour vous dire qu'il y en a beaucoup, puis les groupes étaient épuisés de ça, puis même les acteurs locaux. Ça a été un des impacts. L'approche de la FLAC a été contestée au niveau scientifique. FLAC, c'est Fondation Lucie-André Chagnon. Il y a eu des emprunts d'expertise. C'est un euphémisme, là. Il y a des groupes qui se sont sentis volés au niveau de l'expertise, des organismes communautaires qui ont vu des projets qu'ils auraient voulu porter pendant des années, qui sont glissés un peu vers la fondation privée. Localisation très précise des interventions. Nous, en Estrie, la pauvreté est délimitée en code postal. Alors, on sait où on agit. C'est pas sur le tour du lac Magog, c'est plus loin. Puis là, on arrive à agir, puis c'est là que les facteurs de risque qu'on identifie. Et ça a des limites citoyennes manifestes. On en parlera si on a le temps. Des programmes inflexibles, comme je vous ai dit, par moment. Il y en a qui ont été flexibilisés plus du côté Avenir d'enfants. À ce qu'on me dit, Québec en forme, j'ai trouvé que c'était les moins flexibles. Et les programmes n'arrivent à pas nécessairement répondre aux besoins, ils sont décidés d'en haut. Ça réduit la personne, comme je vous dis, à des variables traitables qu'on veut contenir. Qui est responsable des employés? C'est une question qui demeure. Quand tu as quelqu'un d'un centre d'action local embauché qui travaille dans tes locaux, qui est responsable de cet employé-là s'il arrive un incident au travail? C'est pas toujours clair. Je termine avec les paradoxes, là, la pérennité. Ça, c'est une belle affaire qui m'est arrivée. J'ai découvert ça récemment, j'ai tellement rigolé. C'est qu'il y a quelqu'un à Avenir d'enfants de haut placé, somme toute, qui dit, au final, on arrive, puis les projets, finalement, la meilleure affaire pour qu'ils arrivent à avoir une espèce de pérennité au niveau des projets, ça serait de mieux soutenir les organismes communautaires. Ça, je l'ai entendu. C'est vraiment ça. L'État saillit, puis il fallait quelqu'un du privé pour dire « Ouais, finalement, ça serait le fun que l'État joue son rôle puis les soutienne. » Peut-être que le message va se rendre. Mais c'est pas le point de vue majoritaire, mais ça commence à se discuter. Alors, dernière affaire, alors l'État qui se dévore, ça, c'est un paradoxe à tous les niveaux, puis qui donne des crédits d'impôt qui, finalement, qui ne vont pas dans les services publics pour donner de l'argent au privé, qui cible un programme qui n'est pas parfait et adéquat, que les acteurs locaux grognent. Les inégalités systémiques qui ne sont pas attaquées à cause de la nature scientifique de l'approche, puis je vous dis tout simplement à cause de la nature des mécènes, qui ne vont pas scier la branche sur laquelle ils ont prospéré, j'ai envie de dire, puis se désavouer en fin de vie. C'est bien rare que ça arrive chez un individu. Tout le monde est le héros de son histoire. L'apparition du semi-communautaire, là, récemment, une autre manière d'assurer la pérennité, il y aurait des CAL qui tentent de s'incorporer, et il y en a d'autres qui aimeraient ça piger dans l'enveloppe PSOC, il y en a d'autres qui obtiennent des dons des députés, il y en a qui font des collectes puis qui ramassent de l'argent dans les épiceries. Puis là, l'épicerie, tu vas le voir après, puis j'ai déjà donné à un organisme communautaire. Et c'est un CAL. Mais c'est une manière d'assurer la pérennité. Fait qu'ils ponctionnent de l'argent, en plus d'être né pratiquement d'une déduction d'impôt. J'exagère à peine.
ils reponctionnent dans la communauté de l'argent, fait que le communautaire en reçoit 2 fois moins parce que tu as 2 endroits où tu es en compétition. Puis tu culpabilises en plus 2 fois parce que le projet, tu peux avoir contribué à l'élaborer pour courir après une enveloppe que tu n'as pas. Alors, c'était l'essentiel. J'ai débordé un petit peu. C'est l'essentiel que je voulais vous dire pour les grandes lignes. C'était la présentation.